Moi, je suis arrivé avec une petite formation sur une classe qui avait 52 élèves, tous algériens, dont une quinzaine connaissaient un peu la langue française parce qu'ils habitaient le centre-ville, mais les autres habitaient la campagne, et ils faisaient d'ailleurs plusieurs kilomètres chaque jour pour venir. Et j'ai eu la charge de leur enseigner la langue, et à côté de ma classe, il y avait une autre classe dirigée par une jeune institutrice qui est devenue mon épouse. Et on avait, à nous deux, 104 élèves, qui nous demandaient beaucoup de travail, mais qui étaient passionnants, parce qu'il y avait un désir d'apprendre que j'ai rarement trouvé ailleurs. C'est la première classe que j'ai eue à Miliana, à l'école Maubourget. Il n'y a pas tous les élèves là, il n'y en a qu'une quarantaine, parce que d'abord les parents d'élèves ne pouvaient pas tous les habiller convenablement, et la mère disait « non, tu ne seras pas sur la photo ». Comment l'enseignant que j'étais, comme d'autres, aurait pu ne pas être apitoyé par cette situation, donc essayer de trouver des moyens de scolarisation qui étaient très demandés par toute la population. On avait le sentiment d'être utile à quelque chose. Ce n'était pas seulement de l'enseignement, c'était non pas de la récupération politique, ça ne nous intéressait pas. Il s'agissait de faire valoir ce que l'école laïque était pour nous et qui devait leur apporter beaucoup. Un hélicoptère a ramené à Batna Madame Monroe, la jeune institutrice victime de l'attentat de Diefenbach, au cours duquel son mari fut tué. Cependant, des mesures de sécurité amenaient de nouveaux renforts et la lutte s'organisait contre les hors-la-loi, dont on pouvait situer les repères dans l'Aurès. La mort de ce jeune instituteur touché accidentellement lors d'une embuscade a frappé les esprits. En France, la réprobation est unanime. Né dans les Aurès et le Constantinois en ce 1er novembre 1954, l'insurrection déclenchée par le FLN s'étend à tout le pays. Je me souviens que les veilles de la Toussaint célèbre, maintenant, on devait aller sur Alger, voir des parents de mon épouse. Et mon épouse me dit, je ne sais pas ce qui se passe, mes élèves, elle avait de grands élèves à cette époque, des élèves qui avaient 14-15 ans, de ce centre de Zougala, qui lui avait dit, qu'est-ce que vous faites dimanche, ne sortez pas. Il l'avait mis en garde. J'ai jamais eu de soucis et j'ai su pourquoi après. Mes instituteurs algériens me disaient à la fin, dans les années 62, ne changez pas de voiture. Alors je suis persuadé qu'ils avaient donné mes numéros de voiture et la description de ma voiture, parce que de temps en temps, je voyais, quand je rentrais un peu tard le soir, hors du couvre-feu, je voyais des jeunes gens avec des cachabias, avec des grosses bosses en dessous. J'ai l'impression qu'ils me regardaient passer et ils savaient qui j'étais. Pour De Gaulle, l'initiative politique s'impose. Dans son discours du 16 septembre 1959, il lâche le mot tabou, autodétermination. Une solution politique qui suppose la négociation avec le FLN et le choix, par la population algérienne, du sort de l'Algérie. Les partisans de l'Algérie française crient à la trahison. Tandis que les divisions éclatent au sein de la formation gaulliste, sous l'œil bienveillant des officiers activistes, Alger bruise d'intrigues qui annoncent barricades et attentats. Il est évident qu'il y avait certains enseignants qui étaient dans ma circonscription qui étaient pro-FLN. On a eu quelques amis qui étaient partisans de l'Algérie française à outrance, qui se sont très vite éloignés, on s'en est séparés. Quand on avait des réunions d'enseignants, on ne se préoccupait pas de savoir qui était français et algérien. On parlait de pédagogie, on parlait de l'enseignement de la langue, on parlait de mathématiques, de toutes sortes de choses. Lors du référendum pour l'autodétermination du 8 janvier 1961,
la France métropolitaine et la population algérienne approuvent la politique du général de Gaulle. Cette approbation permet d'engager des négociations avec le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Dès lors, sous la façade légale du FAF, le Front de l'Algérie française, une organisation activiste clandestine recrute ses premiers commandos. L'OAS, créée au mois de février 1961, allait cristalliser les espoirs d'une grande majorité de la population européenne. Moi aussi, j'ai été menacé. Ma femme recevait des coups de téléphone, elle était ma secrétaire à cette époque, en disant qu'il fallait que j'arrête de scolariser des Arabes. Voilà, par le courrier, on recevait des papiers de cette nature qui étaient des menaces de l'OAS si on continuait à travailler. Et puis, oui, voilà, une lettre qui devait venir d'Alger parce qu'ils se sont trompés sur mon nom, mais pas sur mes fonctions. Quelle belle victoire, rappelez-vous, ces gens sont maintenant visés par le FLN qui est au courant de tout ce que vous laissez faire, vous le valet gaulliste. Voilà, vous voyez, c'est le genre de lettre. Hein. La fin, c'était « Votre compte est bon. Une balle seulement suffira, fera mouche. » À bon entendeur, salut. Et le salut, d'ailleurs, c'est avec une faute d'orthographe. C'était pas d'un haut niveau, vous voyez. Hein, bon. Ça ne nous a pas empêché de continuer à travailler. On savait que l'Algérie serait indépendante. 7 ans de lutte, d'attentats et de tueries qui ont dressé l'une contre l'autre les deux communautés. Après plus d'un an de négociations difficiles, la conférence d'Évian s'ouvre à nouveau le 7 mars 1962. Les pourparlers aboutissent à la signature d'accords le 19 mars entre la délégation algérienne et le gouvernement français. La conclusion du cessez-le-feu en Algérie, les dispositions adoptées pour que les populations y disposent de leur destin, la perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante coopérant étroitement avec nous, satisfont la raison de la France. Faute d'avoir pu mobiliser la population européenne, l'OAS est dos au mur. Dans les 3 derniers mois précédant l'indépendance, l'OAS va augmenter assassinats et destructions. 1500 personnes seront abattues. Aussi, l'exécutif provisoire qui s'efforce de mener à bien la transition ne peut empêcher les Européens, désemparés, de fuir massivement vers la France. Tous travaillent à assurer la coopération technique et culturelle. Le statut de la fonction publique et les garanties qui devaient être accordées sont au cœur des négociations avec le ministère des Affaires algériennes. Près de 30 000 enseignants sont encore en poste à la fin de l'année 1961-62. La moitié d'entre eux, instituteurs, enseignants du secondaire et du supérieur, vont continuer leur mission et, avec le même esprit, vont assurer la rentrée scolaire. Tant que Koenig a été là, on savait que les enseignants français ou les Français qui voulaient rester en Algérie pouvaient le rester en toute tranquillité, et ce qui a été le cas. Le pays hérite d'inégalités structurelles profondes. L'ampleur des besoins est telle que les chantiers sont innombrables et les défis de taille. C'est pourquoi ces premières années de l'Algérie algérienne furent exaltantes. On parle révolution et socialisme, comme pour donner du sens au mot indépendance. Et l'un des principaux défis sera cette jeunesse à éduquer. La vie en Algérie de 62 à 70 a été pour nous véritablement très agréable. Bon, on avait beaucoup de travail. Il y a eu une époque où j'avais toutes les écoles françaises qui étaient restées en Algérie en responsabilité. J'allais jusqu'à El Goléa. Je commençais à la frontière tunisienne, je revenais jusqu'à Tlemcen, mon ancien territoire. Bon. Le réseau des écoles françaises qui a été installé, négocié avec le FLN au moment de l'indépendance, était très vaste. Mais progressivement, l'Algérie a demandé à reprendre les écoles où il y avait le maximum, où il y avait quasiment plus d'élèves français. Et c'était vrai. Alors progressivement, tous les ans,
on rendait des écoles. Et on était 3 ou 4 inspecteurs au début après l'indépendance. À la fin, je crois qu'on était 2 à parcourir tout le territoire, vous voyez. Une majorité de Français ont quitté le pays précipitamment. Le pays s'est vidé brutalement de ses cadres. Mais ce n'est pas la règle absolue, puisqu'il reste encore quelques 200 000 Français à la fin de l'été 1962. Ils ne seront plus que la moitié l'année suivante. Et les orientations économiques et idéologiques du pays entraîneront de nouveaux départs, concentrés dans les premières années 1970. Je suis très heureux d'avoir ce parcours en Algérie. C'est ma vie.